Bon, ici, je vais donner un site très intéressant qui est https://formation, formation, donc de se former, hein, formation.xpair, ça s'écrit pair.com. Donc il y a un point ici et un point ici. Bon. Alors ici, vous trouverez donc dans ce site, vous pouvez aller le visiter parce que c'est un site très, très, je veux dire, très bien fait, dans lequel, je veux dire, bien sûr, moyennement paiement, mais ça coûte pas trop cher, hein, c'est des abonnements qui coûtent rien du tout pour l'année. Je crois même que c'est 30 € l'abonnement pour l'année. Et en fait, on peut se former dans ce qu'on appelle le génie climatique. Génie climatique. Et en fait, vous êtes entouré là-bas d'une vingtaine d'experts, voilà, vingtaine d'experts. Voilà, une vingtaine d'experts en génie climatique en fait. Et donc, qui vont vous donner donc les bases fondamentales, les bases théoriques pour commencer à comprendre, je veux dire, tout ce qui est le génie climatique. Ils pourront vous fournir donc une formation, je veux dire, en rapport avec votre façon d'avancer, hein, votre manière d'avancer. En fait, elle est évolutive et, je veux dire, ils vous apprennent au fur et à mesure sans trop vous tracasser, je veux dire, sur un timing défini. Voilà, donc en fait, vous avancez à votre gré, selon vos propres grés, et vous commencez à acquérir un maximum d'informations à partir d'un moment X, et vous êtes parti pour, je veux dire, faire de votre formation, dire, l'action primordiale pour pouvoir, je veux dire, travailler dans ce milieu, parce que c'est le but de se former, c'est justement pour aller travailler, hein. Bon, je vois mal une formation qui ne sert à rien. Il y a beaucoup de formations qui servent à rien, hein. Hein, on fait une formation, on termine la formation et malgré tout, on ne trouve pas d'emploi, hein. Et s'il y a peut-être un groupe de 10, s'il y en a 2 qui trouvent de l'emploi, c'est déjà bien, mais si les 2 qui ont trouvé de l'emploi, c'est encore dans le domaine qui n'ont pas fait la formation, c'est un petit peu embêtant parce que vous êtes formé pour apprendre un métier, pour travailler dans ce métier. Et maintenant, le concept de formation, il est un petit peu perdu parce que normalement, dans le cadre des formations, si on prend 10 personnes sélectionnées, dans le cadre d'une formation, je veux dire, d'État public, les 10 personnes sélectionnées doivent absolument trouver un boulot absolument euh, euh, au terme de la formation ou avant terme, tant mieux. Si c'est avant terme, tant mieux, elle n'ira pas en fin de formation. Mais si elle a bouté en fin de formation, elle doit trouver un boulot en correspondance avec la formation qu'elle a fait. Si elle ne trouve pas de boulot, c'est pas normal. Donc la formation, elle n'a servi à rien. Elle peut servir par après, mais bon, si la personne n'est pas insérée tout de suite je veux dire, dans un milieu où il peut mettre à profit ce qu'il a appris, ben, je veux dire, il risque de perdre, je veux dire, les connaissances qu'il a appris, même s'il risque de revenir plus vite si le jour, le cas échéant, mais les entreprises ne regardent pas comme ça, ils vont prendre quelqu'un qui est déjà dans le bain, plutôt que de commencer à prendre quelqu'un qui a fait une formation à 2 ans d'ici. Voilà, ça va comme ça, c'est la logique économique. On ne peut rien y faire, c'est comme ça. Le patron, il suit, je veux dire, des règles qui sont propres, je veux dire, voilà, la logique, voilà, la logique euh, de ses besoins en compétences. Voilà, il va chercher quelqu'un qui a du frais en lui et pas quelqu'un qui a des formations depuis quelques années, parce que ça se perd, au bout du compte, ça se perd. Même si on finit par retrouver vite ses connaissances en revoyant, mais bon, voilà, c'est comme ça en fait. Et donc, ce que je disais, c'est que si vous allez voir ce site-là, en fait, euh, ils permettent un parcours, je veux dire, personnalisé, euh, un parcours personnalisé en fonction de la personne qui désire se former. Hein. Et vous êtes entouré, hein, vous êtes entouré. Et donc, il y a ce qu'on appelle, hein, vous pouvez voir votre évolution au travers de ce qu'on appelle des questionnaires à choix multiples, hein, des QCM. Bon, vous répondez à vos questions. Et là, vous pouvez déjà jauger vos connaissances en fonction de, de- des résultats qui ressortira du questionnaire à choix multiples par rapport aux réponses que vous avez données. Si vous avez les connaissances nécessaires,
je veux dire, ou si vous êtes en dessous d'un certain seuil, mais si vous êtes en dessous d'un certain seuil, ben, il faut revoir certaines choses. Si vous êtes au-dessus, ben, vous pouvez évoluer vers d'autres choses. Voilà. Alors, dans le génie climatique, on reprend pas mal de choses, hein. Je veux dire, il y a la climatisation, il y a tout ce qui est chaufferie, on retrouve de l'hydraulique. Bon, ça répond à plusieurs impératifs de dans plusieurs domaines en fait, hein. Voilà, il y a le froid, le chaud, le froid, et de la mécanique, comme on retrouve la mécanique au travers des systèmes hydrauliques. Et donc, si vous allez voir dans le site, hein, vous tapez ceci, ou alors vous cherchez via un site, un moteur de recherche, en tapant formation expert.com. Ici, j'ai eu des difficultés à écrire expert parce que bon, j'étais un petit peu, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, ça m'a induit en erreur, ce mot-là m'a induit en erreur parce que c'est pas expert, voilà, on dit un expert, hein, mais le site s'appelle expert, XPAIR, voilà, .com. Et donc là, on a une base de données, je veux dire, immense, hein, je veux dire, très bien faite. Et pour se former, je veux dire, ce qu'on appelle à distance, selon son propre rythme. Et on a accès à une base de données, je veux dire, incroyable, immense, avec toutes les réglementations en vigueur concernant tout ce qui est climatisation, tout ce qui est chauffage, tout ce qui est hydraulique, tout ce qui est... Parce qu'à chaque domaine, il y a sa propre législation, sa propre normalisation, on va dire. Mais la normalisation, ce sont des standardisations, ce sont des normes, et donc des règlements, et donc des lois qui sont sorties à respecter. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut dans la climatisation, ni ce qu'on veut dans les systèmes voilà, de chauffe, ni ce qu'on veut dans l'hydraulique. Il y a des règles à, je veux dire, on travaille suivant les règles de l'art. Mais les règles de l'art, ce sont les règles, a priori, de la législation qui a défini euh, les règles à suivre pour justement pour les différents domaines que j'ai cités ici, c'est-à-dire la climatisation, la chaufferie, l'hydraulique. Et on vous apprend beaucoup de choses, hein. Bon, je veux dire, hum, au travers d'un nombre d'experts qui peuvent apporter leur expertise pour que vous puissiez, je veux dire, évoluer euh, dans le monde pour lequel vous êtes inséré, c'est-à-dire le monde de la climatisation, la chaufferie, l'hydraulique. Bon, vous comprendrez que quand on parle de génie climatique, voilà, on comprend que, bon, pour en parler un tout petit peu, je vais en parler un tout petit peu, ce qui se passe, en fait, c'est, ne croyez pas qu'avant, les maisons étaient mal faites, hein. Bon, ça, c'est beaucoup des on-dit, voilà. Parce que les gens, auparavant, se protégeaient du froid, hein. Comment? En construisant des murs parfois, souvent de 40 centimètres. Bon, quand on a 40 centimètres de mur, bon, c'est déjà un gros isolant. Donc les maisons, à ce moment-là, je veux dire, euh, étaient, je veux dire, on avait une distance entre l'extérieur et il y avait des murs de 30, des murs de 40, formés que de briques. Alors que maintenant, on ne fait plus ça. On met des blocs, une lame d'air, un isolant et la brique. Voilà. Voilà de quoi est constitué, essentiellement de blocs de béton ou des blocs d'argile, on va dire euh, des blocs d'argile, hein. C'est des blocs rouge, rosé, voilà, qui sont facilement cassables, attention, hein.
Alors, les blocs de béton, il y a différentes dimensions. Il y a des plus fins, des plus gros, voilà. Donc, on peut avoir des plus grosses épaisseurs si on prend un plus gros bloc si on prend un plus petit bloc. Bon, maintenant, il y a aussi des blocs plus légers. Plus légers, voilà, et toujours plus courts. Voilà, mais on peut mettre du plâtre, des blocs de plâtre. Voilà. Et avant, les constructions n'étaient pas comme ça. Avant, c'était toutes des briques. Ils mettaient toutes des briques. D'ailleurs, pour faire une maison, avant, c'était hyper complexe parce que, hein, je veux dire, le nombre de briques qu'il y avait pour faire euh, 3 mètres, 3 mètres de longueur sur 1 mètre de hauteur, ben, ça prenait énormément de temps. C'était des groupes de maçons avec, je veux dire, voilà, ça prenait énormément de temps, contrairement à maintenant. Bon, on essaie de faciliter la construction, la tâche, par en mettant des blocs. Bon, un bloc, c'est une certaine dimension, ça va très vite. Maintenant, pour mettre des briques, bon, il faudra le temps que ça faudra. Enfin, il faudra le temps que ça prendra. Mais auparavant, les briques, il y en avait énormément. Ils faisaient un contour de briques pour faire un mur de 40. Donc, autant dire qu'ils avaient déjà pensé quelque part à leur isolation. Voilà. Et avant, c'est souvent, ils chauffaient pas avec les énergies actuelles, ils mettaient plus du charbon. C'était du charbon et du bois. Voilà. Et le charbon, il y avait des différents types de charbon. Dans les houilles, il y avait bon, différents types de charbon. Et certains chauffaient très bien. Donc, quand on remplissait du charbon, ça donnait très très chaud. Très très chaud. Le charbon, il y avait certains types de charbon qui coûtaient un peu plus cher que les autres. Parce qu'il y avait les boulets, il y avait les autres. Et voilà. Et ça chauffait très fort. Donc, la maison était bien chauffée, contrairement à ce qu'on pourrait penser maintenant. On dirait, ouais, bon, avant, c'était des cons. Avant, ils étaient loin d'être des cons, en fait. Faut pas faire penser cette idée-là que maintenant, on a l'éco, énergie, l'énergie climatique, le génie climatique éco-énergétique, voilà, éco-énergétique, que avant ils étaient cons. Non, c'est qu'avant ils construisaient, je veux dire, de plus gros, ils chauffaient des petites pièces, c'était souvent des petites pièces, et quand le poêle chauffait, je vous prie de me croire que ça chauffait 3 pièces en même temps. Hein. Trois, et il fallait pas s'approcher du chauffage, du poêle. Et quand on chauffait, on pouvait même chauffer l'eau, parce qu'on mettait des bouilloires avec de l'eau, et on chauffait l'eau directement, et voilà. La seule chose, c'est qu'il fallait chaque fois recharger manuellement par du charbon. Et donc, quand on n'avait plus de charbon, ben, c'était embêtant parce que il fallait faire des stocks de charbon dans une cave. On mettait dans une cave les stocks de charbon et on allait chercher, je veux dire, au fur et à mesure, le charbon. Voilà, on prenait, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, avec. Voilà, il y avait. Enfin, il y avait des espèces de. Je sais plus comment on appelle ça, en fait, pour prendre le charbon et le mettre directement dans le poêle. Et ça chauffait énormément. Donc, parler de perte d'énergie, quand on avait un poêle au charbon, j'ai du mal à comprendre. Hein. J'ai même vu des poêles au bois où quand vous rentrez dans une maison poêle au bois, il vous chauffait toute une habitation complète tellement que ça chauffait. Il fallait pas se rapprocher du poêle parce que ça donnait fort chaud. Donc le charbon et le bois, certains poêles à charbon, certains poêles à bois étaient tellement bien faits que, je veux dire, hum, on ne peut pas, je veux dire, qu'on ne pouvait pas comparer. On rentrait dans une maison, on avait très chaud, voilà. Bon, maintenant, c'est plus comme ça. On essaie de faire une maison avec des blocs, des briques. Bon, c'est plus comme avant avec des murs de 40, des murs de 30. Les constructions n'étaient pas les mêmes. Enfin, elles sont plus les mêmes. Maintenant, elles sont allégées. Et je dirais même plus, maintenant, c'est beaucoup des maisons avec du pétrole parce qu'on retrouve beaucoup d'isolants. L'isolant, c'est quoi? Bon, c'est du polystyrène, c'est des dérivés pétroliers. Donc, on retrouve beaucoup d'isolants avec. On essaye d'isoler avec maximum en renfermant l'habitation par des isolants soit extérieurs ou intérieurs. Et donc, je veux dire, en gardant, en essayant de perdre le moins possible de chaleur. Attention qu'isolant, ça veut dire deux choses. Hein. C'est on isole du chaud. Quand en été, quand il fait fort chaud, ben ça passe pas, donc la maison reste fraîche. Hein. C'est pas qu'on, euh, logiquement, la chaleur ne doit pas passer. À moins qu'il y ait une mauvaise isolation, là la chaleur de l'extérieur en été va passer à l'intérieur et va réchauffer l'intérieur et on va se retrouver à ce moment-là dans un espèce de, voilà, on va commencer à avoir fort chaud, il faudra une ventilation pour évacuer, enfin pour essayer de refroidir l'air fort chaud ou évacuer cette chaleur-là par quelque part. Voilà.
pour avoir une espèce de ventilation, voilà, ventilation ou une climatisation. Une ventilation pour faire circuler l'air chaud et tenter de l'évacuer, ou mettre une climatisation pour refroidir l'ambiance. Voilà. Donc, isoler, ça isole de l'extérieur, mais ça isole de l'extérieur quand on est en été, mais ça isole de l'intérieur quand on est en hiver. En hiver, normalement, ce qu'on chauffe, vaut mieux pas chaud. Vaut mieux essayer de faire le moins de pertes calorifiques, c'est-à-dire essayer d'avoir la maison la plus isolée possible, si c'est possible, mais c'est pas possible. L'isolement parfait n'existe pas. Il y a toujours des pertes. Hein. Si vous avez des fenêtres, même que ce soit de simple, de double, de triple vitrage, il y aura toujours des pertes. Toujours des pertes parce qu'on a affaire des matériaux avec des coefficients d'absorption, et donc qui dit des coefficients d'absorption, ben, on a d'office des pertes. Voilà, d'office. Et voilà, donc ici, c'est un très beau site de formation, expert, et celui qui veut travailler dans le génie climatique, aller réparer des chaudières, hein, réparer des... Voilà, aller dans des usines hein, pour aller chipoter dans les tuyaux, toutes les tuyauteries qui ramènent d'un point A à un point B, je veux dire, des, des fluides, ben, avec, avec tout ce qui va, tout ce qui vient s'attacher dessus, c'est-à-dire tous les appareils, je veux dire, tout ce qui est capteur qui vient s'imprégner tout autour des tuyauteries, ben, je veux dire, celui qui veut travailler dans un domaine comme ça, ben, je veux dire, c'est une formation comme celle-ci qui doit suivre. Donc j'imagine que dans cette formation, comme je vois qu'il y a de l'apprentissage de HVAC, ben, il peut avoir un automate qui va commander, je veux dire, enfin, le système, l'installation va être sous contrôle d'un automate. Il peut avoir des régulations, que ce soit au niveau de chauffage, climatisation, il peut avoir des régulations. Même hydraulique, il peut avoir des régulations. Donc à ce moment-là, on peut avoir tout ce qui est les appareils en rapport avec la régulation. Tous les appareils qui sont en rapport avec la régulation. Et voilà. Donc, et qui dit appareil avec régulation, dit généralement automatisme de régulation. Qui dit automatisme de régulation, dit d'office, comment est-ce qu'on appelle ça, des automates. Et qui dit automate dit entrée-sortie, qui dit entrée-sortie dit capteur, qui dit capteur dit actuateur, qui dit actuateur. Bon, et bon, il faut savoir, je veux dire, comprendre le monde de la climatisation avec tout ce qui est régulation, avec tout ce qui est son matériel, avec tout ce qui est sa législation, avec tout ce qui tourne autour de ça, et comment manipuler si on a, par exemple, on a à faire une soudure, parce qu'un chauffagiste doit savoir souder. Savoir souder, si c'est des tuyaux en cuivre, savoir souder sur le cuivre. S'il a des tuyaux, des tuyauteries, bon, hein, on lui demande de faire un raccordement d'une tuyauterie qui est autre que du cuivre, mais il doit savoir souder sur des matériaux qui sont autres que le cuivre. Voilà, donc on doit savoir souder, savoir sur divers matériaux. Voilà, donc il y a les compétences. Il n'y a pas que du savoir. Normalement, une formation, c'est pas que du savoir, hein, ça d'office. Parce que la théorie, c'est une chose, mais si on ne met pas en pratique la théorie qu'on a vue, bon, ça ne sert à rien. Si on vous explique comment souder sur du cuivre, ouais, le jour où un patron vous demande de souder sur du cuivre, qu'il voit que vous ne savez pas, mais vous lui avez dit, ouais, ben, j'ai vu ça à la formation, ils m'ont expliqué, mais ça ne suffit pas. Hein. Hein, je veux dire, si quelqu'un n'a pas soudé un certain nombre de fois et qui sait comment bien souder correctement après avoir eu son expérience, sa petite formation, son expérience et sa petite pratique, après un certain nombre de pratiques, il sait comment souder, je veux dire, sur un type de matériau bien précis. Donc, il ne faut pas les raconter, bien sûr, des bêtises au patron en disant je sais, parce que vous avez vu au niveau théorie, mais ça ne suffit pas. Hein. Bon, généralement, les formations, faut être dans le bain de la pratique. C'est comme dans tout. S'il n'y a pas de pratique, ben, la théorie, bon, ça reste du flou. Ça reste du flou. C'est comme en musique, on va prendre de la musique, on va faire du solfège. Si on fait on joue un instrument, on va comprendre tout de suite le solfège, alors que bon, si on fait du solfège tout seul, bon, pour comprendre certaines notions,
instrumental, ben, ça devient un peu de rythmique, ça devient difficile parce qu'on n'a pas la pratique. C'est comme le code de la route, hein, on peut étudier le code de la route au niveau théorique. Si on ne fait pas ces heures de pratique au niveau, ben on ne saura pas rouler. Ça, c'est n'importe qui. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Il faut de la théorie et de la pratique. Bon, maintenant, je ne sais pas ici, il vous apporte les notions théoriques, c'est une très bonne chose, notamment s'il y a beaucoup de notions théoriques. Hein, ça vous apporte déjà toutes ces notions-là. Mais maintenant, pour les mettre en pratique, je n'en sais euh, je n'en sais rien. Bon, maintenant, je sais pas comment ça va. Il faudra aller voir dans le site, s'inscrire, donner peut-être 30 € pour l'abonnement de l'année, et aller voir le contenu des formations et voir s'il n'y a pas là-dedans des petits exercices euh, de manipulation pratique chez dans le centre de formation. Je ne sais pas. Parce que généralement, ça se fait dans un centre de formation. Ouais, c'est bien, le PC, c'est bien. On apprend beaucoup de choses au PC, hein, en manipulant, je veux dire, des process et tout. Mais rien de tel que de mettre la main à la pâte, je veux dire, démonter un capteur, je veux dire, voir comment il fonctionne, savoir replacer le capteur. Attention qu'un capteur, on n'enlève pas un capteur comme on veut, hein. Dans une entreprise, faut surtout pas, on ne touche pas à n'importe quoi par n'importe qui, hein. Ça, les capteurs, il faut signer des documents. C'est une responsabilité de toucher à une installation où il y a de la pression, de la vapeur, du chaud, du froid, bon, logiquement, hein, je veux dire, dans une installation industrielle, si on commence à chipoter un capteur, tout d'abord, il faut arrêter la zone où on travaille, aussi pas toute la chaîne. Donc, vous voyez la responsabilité, il faut faire signer des documents. Faire signer des documents en disant que, enfin, c'est un responsable qui va vous donner, je dirais, une action de travail à mettre en œuvre. Et vous, bien sûr, c'est signé par plusieurs personnes. On ne fait pas faire n'importe quoi, hein, parce que ça peut mettre une usine, je veux dire, ça peut faire exploser une usine, disons-le clairement. Ça va chipoter un capteur, c'est tenter d'enlever que le fluide commence à foutre le camp à forte pression. Et s'il est si c'est un fluide, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça? Un fluide à haute température, déjà, vous êtes brûlé. Deux, si c'est un fluide inflammable, il peut y avoir un incendie dans l'usine. Et si c'est un fluide qui vient sur votre visage, que c'est un produit chimique, par exemple, si je pense à de l'acide, si c'est un acide fort, vous êtes brûlé au niveau du visage, des mains, ou je sais pas quoi, si est brûlé dans tout le corps, parce que si elle vient à un certain jet d'une pression, parce que vous avez démonté un capteur et que vous avez pas oublié de fermer une vanne ou je sais pas quoi, ou vider quelque chose, etc., tout peut arriver. Hein, je veux dire, donc, génie climatique, c'est aussi, encore une fois, travailler avec un esprit de responsabilité d'office, hein. Hein, je veux dire, bon, c'est pour ça qu'il y a la théorie, mais il y a l'aspect pratique, parce que bon, et l'aspect pratique, vaut mieux s'entourer de personnes et de pas vouloir, je veux dire, faire ce qu'on a envie de faire comme, euh, si on ne sait pas, vaut mieux dire je ne sais pas et poser des questions, et voilà, et voir comment on pourrait faire, mais aller chipoter à quelque chose qu'on ne sait pas et qu'après, bon, on fait une grosse gaffe. Il faut faire attention, hein, parce que bon, les installations industrielles, bon, il y a des installations hyper complexes avec de nombreux capteurs, de nombreux actuateurs. Bon, je veux dire, c'est sur base de plans qu'on étudie tout ça, hein, souvent sur base de plans, hein. Parce qu'il y a des installations hyper complexes, des installations agroalimentaires, des installations, je veux dire, de cimenterie hyper complexes avec des capteurs dans tous les sens. Bon, je veux dire, ouais, voilà, il y a, je veux dire, c'est bien génie climatique, ouais, hydraulique. Hydraulique, ça a à voir avec, enfin, je sais pas ce qu'ils appellent hydraulique, parce qu'hydraulique, il y a deux hydrauliques, hein. Il y a, il y a ce qu'on appelle pneumatique hydraulique, hein, c'est ce qu'on appelle le fluide pour la pneumatique, c'est de l'air comprimé, hein, je veux dire, bon, c'est pour avoir des petites charges, des faibles charges. Et l'hydraulique, c'est au niveau de l'huile. L'huile, c'est en fait, c'est pour transporter des grandes charges. On trouve ça, par exemple, dans comment est-ce qu'on appelle, les engins de levage hydrauliques. Mais ici, je ne sais pas s'ils veulent dire hydraulique dans ce sens-là. Pour moi, c'est hydraulique dans le sens système à eau. Tout ce qui est système à eau. Enfin, parce que comme c'est du génie climatique, j'imagine qu'il y a climatique, climatisation. Climatique, c'est en rapport avec ouais, génie climatique, c'est en rapport avec l'environnement du climat, hein.
du climat. Bon, s'il fait trop chaud à l'extérieur, ben on tentera à l'intérieur, si il y a trop la maison est trop isolée, on tentera de refroidir. Maintenant, s'il fait trop chaud à l'extérieur, bon, enfin, s'il fait trop chaud à l'extérieur, on tentera de refroidir. S'il fait trop chaud à l'extérieur, qu'il y a trop de chaleur à l'intérieur. Mais s'il fait trop froid à l'extérieur et que ça ramène un froid à l'intérieur, on s'arrangera pour essayer de réchauffer. Donc ça a à voir avec le climat. Génie climatique, c'est tout ce qui est chauffage. Bon, on allume le chauffage quand il fait bon, quand il fait mauvais, bon, on l'éteint. Et s'il fait trop chaud, on met une climatisation. Quelqu'un qui a le luxe d'avoir une climatisation, mais il met en marche une climatisation régulée en fonction d'une température définie. Voilà. Maintenant, l'hydraulique, pour moi, c'est tout, c'est les circuits. Ce qui veut dire hydraulique, j'en sais pas plus. Mais moi, je crois que ça a à voir avec, non pas les circuits pneumatiques et circuits hydrauliques, c'est-à-dire avec les communications de certaines puissances d'air comprimé qui est pneumatique, ou certaines puissances d'huile qui est circuit hydraulique, hein, avec des commandes d'un utilisateur et avec, je veux dire, mouvement de charge en amont, commande d'un utilisateur, en aval, je veux dire, commande de charge. Commande de charge, mais comme c'est de l'hydraulique, c'est de grandes charges parce qu'en fait, c'est des fortes, je veux dire, actions qui se font pour prendre justement, pour soulever ou déplacer de fortes charges, hein. Par exemple, une grue, c'est hydraulique. Une grue, c'est hydraulique. Si je prends un bus ou un tramway, ben là, pour ouvrir les portes, il faut pas une force extraordinaire. Avec mes mains, je peux ouvrir les mains, ouvrir les portes avec rien qu'avec mes mains. Donc en fait, c'est de l'énergie pneumatique. C'est plus de pneumatique pour les bus et les tramways. Voilà, parce qu'il faut une petite force pour ouvrir la porte. Donc on ne demande pas de grosses forces. Maintenant, pour soulever, je veux dire, une tonne, là, à ce moment-là, c'est plutôt de l'hydraulique qui va soulever une tonne. Voilà, c'est une grue hydraulique. Voilà. Mais ici, j'imagine que c'est pas ça qu'ils veulent dire. C'est hydraulique, c'est peut-être une. Voilà. Voilà, et ici, ils vous font un diagnostic, je veux dire, de l'habitation, de votre habitation. Bon, si vous avez une petite habitation, bon, on met un poêle, ça va bien chauffer la petite habitation, c'est un petit volume. Maintenant, ce qui va poser problème, c'est pour un appartement. Un appartement, bon, si tout le monde commence à perdre de l'énergie, tout le monde va payer pour rien, et en plus de ça, je veux dire, on va consommer de l'électricité pour rien, mais ça arrange peut-être les centrales électriques de pomper de l'électricité, c'est pas ça, mais ça aura un coût au niveau énergétique, donc en fait, et en plus de ça, il y a les fameuses, je veux dire, plus vous dépensez, vous êtes dépensé au niveau énergie, plus la centrale va consommer, va produire au niveau énergie parce qu'il y a une forte demande, et donc là, à ce moment-là, la centrale va tourner. Ce qui dit centrale tourner, ben, ça, au niveau écologique, c'est pas tout à fait bon. Bon, voilà, c'est pas tout à fait bon parce qu'il y a tous les phénomènes de CO2, voilà, comment on appelle ça, d'environnement. On demande de consommer ce que l'on doit consommer, ni plus ni moins, par des systèmes de régulation qui va essayer d'optimiser la consommation d'énergie à l'optimum, à un point optimum, hein, euh, par, euh, par le biais d'une régulation, hein. C'est-à-dire si c'est trop haut, il va redescendre, si c'est trop bas, il va remonter, et il va jouer sur un timing, une temporisation, enfin sur un certain timing, de façon à ne pas toujours mettre, je veux dire, la consommation d'énergie continuelle. On l'arrête, on la remet, on l'arrête, on la remet, on l'arrête, on la remet. Et voilà, c'est une meilleure gestion que de toujours chauffer continuellement. Parce que là, à ce moment, hein, je veux dire, si on sait optimiser, réguler au maximum, mais c'est un gain d'énergie, donc fatalement un gain de coût et de comment est-ce qu'on appelle ça? Un gain de moindre pollution atmosphérique. Voilà, c'est une moindre pollution atmosphérique. Et donc, les isolants vont jouer dans le cadre là, justement, de la régulation, de cette fameuse régulation. La régulation va être de pair avec une bonne isolation, voilà, éco-énergétique. Éco-énergétique. Et donc, il y a je veux dire, des matériaux spécifiques pour isoler correctement une habitation au travers de matériaux spécifiques. Par exemple, si on prend du vitrage, on va demander non pas de mettre de double, mais si on sait mettre
de triple vitrage, ça coûte plus cher, d'office il y a des coûts supplémentaires, mais il faut mettre ça. Voilà. Voilà. Et s'il faut isoler, ben, sachant qu'il y a des coûts, ben, on peut faire appel à la région wallonne, bon, pour relativiser ces fameux coûts, hein, les rendre moins hum, des coûts au niveau de, on va, ces coûts-là auront un certain, enfin, on va dire que si vous devez rénover votre habitation, les rendre aux normes actuelles, voilà, à ce moment-là, il faut, ça, ça implique un coût. Mais ce coût-là, bon, c'est un investissement. Tout d'abord, de un, vous n'allez pas être, si vous faites appel à la région wallonne, vous n'allez pas payer pas totalement les coûts, mais en partie, ces coûts, parce que la région wallonne vient vous aider en partie pour les coûts. Ça, c'est de un. Et de deux, le fait d'investir sur un système isolé, ben, vous allez gagner en termes de coûts. Donc, vous payez un investissement que vous allez, je veux dire, euh, à la longue, récupérer. Parce que si vous avez mis un autre type de poêle, ou un autre type de système de chauffage moins performant au niveau des chaudières, ben fatalement, euh, là, à ce moment-là, à la longue, ça aurait pu avoir un certain coût. Mais si vous prenez une chaudière économique, à ce moment-là, bon, avec une bonne isolation et des bons matériaux pour isoler correctement bien la maison, à ce moment-là, je veux dire, le jour il fera froid, le jour où vous allez mettre votre chaudière, à ce moment-là, euh, vous comprendrez que euh, vous allez être gagnant en termes de coûts à la longue, à la longue. Voilà, à la longue, vous allez gagner. Parce qu'en fait, vous consommez moins et vous polluez moins. Quelque part, vous polluez moins. Indirectement, vous polluez moins. Voilà. Quoique maintenant, peut-être que le polystyrène pollue, je n'en sais pas plus. Parce que c'est facile de dire. Parce qu'il y a sûrement des déjections de polystyrène. Hein. Hein, je veux dire, il y a des microparticules voilà. Euh, voilà. Mais si c'est renfermé, à ce moment-là, bon, si tout est renfermé, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pas renfermé, euh, on retrouve une atmosphère, je veux dire, empreinte de particules de polystyrène ou voilà, de frigolette ou etc. etc. Voilà. Bon, maintenant, la meilleure façon de voir les choses, c'est c'est de se situer dans un pays où il fait bon, il fait chaud. S'il fait toujours chaud, on n'a pas à se réchauffer, mais là, il y a un problème, un autre problème qui est la climatisation. Maintenant, si on est dans un pays moyen, bon, je veux dire que toute l'année, bon, il fait ni chaud, ni trop chaud, ni trop froid, ben, c'est le meilleur pays où habiter pour, je veux dire, on construit une maison, si c'est possible, suivant la législation de ce pays-là, de construire une habitation en bois, ben, s'il fait ni trop chaud, ni trop froid, même en hiver, et que toute l'année, je veux dire, je veux dire, un moyen, ben, je veux dire, avec la construction en bois, ben, on n'a pas beaucoup chauffé, et là, on va gagner fortement, fatalement. Ça, d'un pays à l'autre, bon, la consommation d'énergie n'est pas la même. Bon, il y a des pays plus froids que d'autres, donc il faut mettre plus de chauffage. Il y a des pays plus chauds, il faut mettre plus de climatisation. Il y a des pays moyens, pendant toute l'année, il fait presque pas, il fait un petit peu chaud. En hiver, il fait un bon moyen, et ils doivent pas chauffer comme d'autres pays doivent chauffer, comme au Canada. Si on regarde le Canada, pays, tous les pays qui se trouvent au niveau du pôle Nord, enfin, au niveau du pôle Nord, ben, par exemple, Sibérie, ceux qui habitent en Sibérie, bon, là, je sais pas comment ils ont pas de génie climatique, mais ils font le nécessaire pour se chauffer correctement. Ils y arrivent parce qu'ils habitent depuis des années là-bas. Mais je crois qu'ils boivent beaucoup de l'alcool pour ne pas subir les effets de l'hiver quand ils sont rudes. Mais je veux dire, si je prends la Norvège, c'est un pays climatique où il fait froid, donc il faut beaucoup chauffer. La Suède, c'est un pays où il fait froid, il faut beaucoup chauffer. Les pays, ceux qui se trouvent en montagne doivent beaucoup chauffer. Hein, je parle tous ceux qui habitent voilà. Bon, maintenant, les autres doivent chauffer, mais moins que ceux qui se retrouvent dans des zones climatiques fort froides comme le Québec ou le Canada, ou voilà, voilà. Si vous allez en Floride, ben, vous n'allez sûrement pas chauffer comme quelqu'un qui habite, je vais dire, dans le nord des États-Unis, près du Canada, fatalement, quand l'hiver arrive là-bas. Mais je suppose qu'en Floride, bon, il fait bon, et bon, ils connaissent moins d'hiver rigoureux, voilà, dans le nord. Donc, ils doivent moins chauffer. Donc, les zones de paiement de enfin, de votre consommation énergétique sera moindre que si quand vous êtes dans des zones où il fait moins froid, fatalement. Et donc, vous payerez moins. Et la meilleure façon de voir les choses, c'est d'habiter dans un pays
Je veux dire, mais si on n'a pas le choix, on est habitué dans un pays, mais voilà, généralement dans la vie, on a le choix, hein. Bon, si dans la vie, la meilleure des choses, c'est de trouver un pays, bon, où il fait très bon au niveau du climat, où quand on gagne de l'argent, enfin, on a un bon salaire quand on travaille, on a un travail d'office, qu'on a un bon salaire quand on va travailler, que je veux dire, il n'y a pas beaucoup qu'il n'y a pas je veux dire, de délinquance, qu'il n'y a pas de... Voilà, mais ça, il faut retrouver un pays comme ça. Bon, il existe de très bons pays à travers le monde, hein. Par exemple, il y a euh, il y a différents pays à travers le monde qui sont vivables, mais bon, il faut pouvoir faire le choix de partir. Mais maintenant, on ne peut pas avoir tous les pays, chaque pays a ses défauts. Il y en a un, c'est le climat, il fait trop chaud, ou il fait trop froid. Oui, il y en a, c'est la faune. Il existe des serpents, il existe voilà, des tigres, des lions, etc., qui vont venir hein, pendant la nuit. Je veux dire, il risque d'avoir un lion qui va rentrer chez vous. Bon, c'est possible, hein. Il y a les serpents, il y a des pays, les serpents, ils rentrent dans les habitations assez facilement, hein. Bon, voilà, donc voilà, aller dormir, on se retrouve avec un serpent dans la maison. Bon, chacun voit la chose. Maintenant, il y a des pays où il y a la misère. Bon, on va pas aller dans un pays de la misère. Il y a un pays, il fait, voilà. Voilà, donc en fait, voilà, donc l'aspect du climatique, c'est fort important. C'est fort important de se dire, bon, je vais habiter dans tel pays parce que j'ai pas envie de payer toute ma vie, je veux dire, euh, une partie de mes revenus pour chauffer. Je n'ai pas envie de faire ça. Ou je n'ai pas envie de payer une partie de ma vie pour la climatisation. Mais alors à ce moment-là, bon, il faut choisir le pays où on va habiter. Voilà. Bon, mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que partir d'un pays qu'on est habitué, là, il y a l'aspect sociologique, l'aspect psychologique, où on est habitué, et bon, sortir de l'eau, le poisson doit sortir de l'eau, c'est plus compliqué. Mais, normalement, quelqu'un qui réfléchit correctement, est-ce que je décide d'acheter une habitation, ou de louer une habitation? Je vais la louer où? Si je le loue, si je vais louer ou acheter une habitation dans une zone où il y a de la délinquance, fatalement, je vais avoir que des problèmes. Des problèmes, parce que je suis dans une zone de délinquance. Maintenant, si euh, je me dis, bon, est-ce que je veux habiter? Bon, le choix d'habitation dans un endroit, il est fort important, hein. Et il y en a qui font des migrations climatiques, des immigrations climatiques. Le temps ne leur convient pas, ben ils vont dans des pays chauds. Dans des pays chauds. Voilà. Parce que ils en ont marre de subir le mauvais climat, toujours terne, froid, voilà, ils en ont marre, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent en vacances, enfin, ils vont habiter dans un pays chaud, au sud de l'Espagne. Je veux dire, ils choisissent, voilà. Et il y en a qui ont la possibilité de faire ça parce ils ont terminé de travailler toute leur vie, ils sont, comment est-ce qu'on appelle ça, pensionnés, et ils partent dans des pays, je veux dire, où il fait bon vivre, c'est-à-dire où là, bon, où ce que le climat meilleur, ou ce que l'argent, enfin, vous avez donné 1 euro, vous avez pas mal de choses avec 1 euro, voilà, ils peuvent se permettre beaucoup de choses avec leur pension qu'ils ont. Donc il y a beaucoup de gens qui choisissent d'émigrer pour cette raison-là. Voilà. Donc je me suis un petit peu étendu sur tout ça, mais en fait, voilà, vous allez sur https://formationexpert.com et vous allez avoir tout un ensemble de formations fournies par des experts et celui qui veut travailler dans la climatisation ou le chauffage central avec régulation, etc., avec les techniques modernes, en fait, hein, c'est les techniques modernes et les matériaux modernes en fonction de la législation en vigueur ou dans l'hydraulique. Mais hydraulique, j'imagine que ça a à voir avec les tuyauteries d'eau. Mais en fait, ils vont regarder le site là qui est là, s'informer. Et bon, ils payent que 30 euros, ils s'inscrivent et ils font partie d'une formation, je veux dire, pendant une année. Je crois que c'est une année, j'en sais pas plus, il faut aller voir le site. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.